Alors bonjour à tous. Pour poursuivre ce webinaire, je suis en compagnie de Yannick Lopez, directeur des gestions taux et crédits chez OFIAM. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors Yannick nous fera un point sur le panorama très général du contexte actuel macroéconomique, les taux d'intérêt et l'inflation. Ceci sera illustré par des tendances actuelles et les risques identifiés sur les marchés. Alors je me permets de vous dire que vous pouvez tout au long de ce webinaire poser vos questions et puis nous prendrons le temps d'y répondre ensuite. Yannick, c'est à toi. Ok, bonjour à tous. Alors oui, la thématique est assez riche, donc on va quand même pas forcément rentrer énormément dans les détails, on va plutôt survoler et on va notamment commencer déjà par planter un peu le décor et voir un peu où est-ce qu'on en est dans ce cycle économique et notamment en termes de croissance. Bon, pour illustrer le fait que finalement la croissance en 2018, même si elle a tendance à se tasser un petit peu, notamment en Europe, comme vous pouvez le voir sur le graphique en haut à gauche, la courbe en bleu clair qui est l'exercice 2018, vous voyez que ça révise un petit peu à la baisse, mais on devrait somme toute avoir une croissance en zone euro de l'ordre de 2%. Ça reste quand même plutôt de bonne facture, en tout cas au-dessus du potentiel dit de croissance. Et aux États-Unis, on est même plutôt sur une dynamique assez favorable, puisque cette année, l'économie américaine devrait croître sur un rythme de l'ordre de 3%. Et au niveau mondial, l'OCDE nous prédit une croissance de l'ordre de 3,7% cette année et 3,7% également l'année prochaine. Donc on a un contexte macroéconomique qui, malgré tout, reste relativement porteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des facteurs de risque, comme toujours. Et ces facteurs de risque sont assez clairement identifiés pour le coup. Je pense que le premier, tout le monde l'a un petit peu en tête, tellement il fait parler de lui, c'est le risque de protectionnisme et d'accentuation de la guerre commerciale, notamment entre les États-Unis et la Chine. Alors, les objectifs de l'administration Trump, on les a un petit peu en tête. Vous avez présent à l'esprit qu'il y a des élections dites de mi-mandat le 6 novembre prochain, que à cette occasion-là, il y a un risque pour M. Trump de perdre, j'ai envie de dire, les pleins pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, il a et le Sénat et la Chambre des représentants en majorité. Le Sénat semble être relativement imprenable. Par contre, la Chambre des représentants a de bonnes chances de tomber côté démocrate, ce qui donnerait une forme de cohabitation, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, lirait un petit peu plus les mains de M. Trump dans ses volontés de réforme. Donc, il s'inscrit dans cette logique électoraliste et il est assez vindicatif, notamment sur le plan du commerce extérieur, d'où les tensions qu'il y a avec la Chine. Soit dit en passant, pas totalement illogique, puisque en gros, le rapport de force entre les importations américaines et les importations chinoises sont de 1 à 3 en faveur de la Chine. Donc, un rééquilibrage des flux est clairement l'objectif de M. Trump. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, il nous concerne, il est une crise de confiance dans la zone euro. Alors, pas forcément de l'ampleur qu'on a connue en 2011 et 2012, mais malgré tout, on observe assez régulièrement une montée des partis dits d'extrême, que ce soit d'extrême droite ou populiste. Alors ça s'inscrit dans la perspective des élections en mai l'année prochaine du Parlement européen. Et en tout cas, on a un très bon exemple de l'instabilité que cela peut créer au niveau des marchés financiers, notamment des marchés de taux, c'est l'Italie, puisque la coalition actuellement en place, donc, qui réunit et l'extrême droite, la Ligue, et le 5 étoiles, qui était historiquement plutôt un parti d'extrême gauche, mais qui est redevenu un petit peu centriste, en tout cas assez populiste. Ce gouvernement-là, actuellement en place, a un programme assez dispendieux qui potentiellement pourrait faire monter assez fortement le déficit dans un pays où déjà la croissance n'est pas très florissante et surtout la dette est énorme puisque 130% du PIB. Et donc on voit sur le graphique en haut à droite l'impact très clair que ça peut avoir sur les taux d'intérêt, une crise de confiance. Vous avez le taux à 10 ans italien qui, entre mai et aujourd'hui, ou tout du moins entre mai et au pic du stress, a quasiment doublé, passant de moins de 2% à plus de 3%. Donc ça, c'est un risque. Après, il y a un autre risque qui viendrait plutôt des marchés émergents,
Alors, les pays émergents ont des histoires un peu spécifiques, c'est assez difficile de faire un amalgame, mais en tout cas, certains pays, et notamment, par exemple, le Brésil, la Turquie ou l'Argentine, donc quand même des pays de premier plan, font face à des situations politiques assez spécifiques, et surtout, certains de ces pays, notamment la Turquie, également l'Argentine, peuvent souffrir d'une remontée des taux d'intérêt américains, parce que ce sont des pays qui se sont endettés assez massivement, en fait, justement en dollars et en taux américains pour profiter de taux de financement plus bas. Le problème, c'est quand le dollar monte face à sa devise et quand les taux d'intérêt montent, eh ben, l'ardoise est lourde, il faut la rembourser et ça déséquilibre en fait la balance budgétaire. Et on voit du coup l'impact sur le graphique à gauche en haut, un impact vraiment majeur sur les devises. Je n'ai pas mis la devise argentine qui perd sur les 2 dernières années plus de 50%, mais la livre turque, par exemple, perd 40%. Donc, vous voyez que ça peut vraiment générer une instabilité assez forte. Donc, c'est un risque identifié. Après, peut-être un dernier risque, mais peut-être le moindre serait une volatilité due au changement de politique monétaire, la Réserve fédérale, la BCE, mais leur communication est quand même plutôt bien huilée depuis maintenant quelques années et c'est sans doute c'est un risque identifié, mais probablement pas le plus majeur. Alors, on s'attarde un petit peu quand même sur les taux américains, parce que ça reste un marché, de par sa taille, leader, bien sûr, donc c'est évident. Et puis en plus, c'est très intéressant parce que la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a été clairement précurseur dans une politique ultra accommodante pour sortir l'économie de la crise à partir de 2008. Et d'une certaine manière, c'est assez intéressant de voir maintenant qu'elle est engagée dans un processus de retrait, de voir comment elle s'y prend, comment ça se passe sur les taux d'intérêt, parce que quelque part, c'est un petit peu probablement ce qui nous attend chez nous en Europe dans les semestres qui viennent. Alors, aux États-Unis, on est dans un processus déjà de hausse des taux d'intérêt. Depuis décembre 2015, la Banque centrale américaine resserre ses taux d'intérêt. À l'heure où on se parle, elle se réunit. Donc, selon toute vraisemblance, sauf cataclysme, elle va augmenter ses taux d'intérêt tout à l'heure de 25 points de base de plus. C'est intégré par le marché. On le voit dans la courbe bleu foncé graphique de gauche que le marché anticipe 2 hausses entre aujourd'hui et la fin d'année, inclus aujourd'hui. Donc, 25 centimes aujourd'hui, 25 centimes en décembre. Ça, c'est inclus. Par contre, ce qui est un petit peu nouveau, c'est la courbe juste au-dessus en bleu clair, c'est que pour l'année prochaine, le marché était un peu plus prudent et ne voyait pas forcément autant de hausses que la Réserve fédérale ne communiquait. Et on voit que, parce que l'économie est plutôt florissante aux États-Unis, le marché commence à remettre un petit peu de hausse des taux. Et vous voyez la courbe en bleu qui remonte un petit peu significativement. Donc, ça veut dire que le marché anticipe davantage de hausse des taux l'année prochaine, en l'occurrence 2 de plus. Et ça se traduit, graphique de droite, mécaniquement sur les taux plus longs. Vous voyez la courbe en bleu foncé, qui est le taux à 10 ans américain, qui a franchi assez facilement la barre des 3%. On était il y a 2 semaines et demie à 2,8%. Et là, alors où on se parle, on est à presque 3,10%. Donc, plus d'anticipation de hausse des taux de la Banque centrale, et impact évidemment sur les taux longs américains. Elle a raison d'augmenter ses taux d'intérêt, la Banque centrale américaine, parce que, premièrement, l'inflation a atteint sa cible, la cible de la Banque centrale. Elle a 2% de cible, et vous le voyez sur le graphique de droite, quelles que soient les métriques, que ce soit l'inflation globale, que ce soit l'inflation cœur, on est à 2% ou au-dessus. Donc, elle est dans la normalité que de normaliser sa politique monétaire et donc d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc, sur le volet de l'inflation, contrat rempli, elle augmente ses taux pour accompagner la hausse des prix. Mais également parce que, comme j'ai dit, l'économie est plutôt florissante, donc le taux de chômage baisse. Et si vous regardez le graphique à gauche, intéressons-nous sur la courbe bleu foncé, c'est l'échelle de droite, attention, échelle inversée. C'est le taux de chômage. Ce n'est pas vraiment le taux de chômage au sens vraiment les chômeurs, mais c'est le taux dit de sous-emploi, c'est-à-dire les gens qui cherchent du travail ou les gens qui n'en cherchent plus parce qu'ils sont découragés mais qui aimeraient bien avoir un job, voire les gens qui ont un job mais un job à temps partiel, ils aimeraient bien en avoir plus. Donc c'est ce qu'on appelle le taux de sous-emploi. Vous voyez qu'il a tendance à baisser, j'insiste, échelle inversée. Donc la courbe monte, mais ça veut dire que le taux de chômage, le taux de sous-emploi baisse. Vous voyez qu'il baisse continuellement et de manière très rapide. Et du coup, mécaniquement, qu'est-ce qu'on observe sur les salaires? Une tension sur les salaires. C'est assez logique, le rapport de force se rééquilibre
puis bascule en faveur des salariés qui ont plus facilement la possibilité de négocier des hausses de salaire. Et donc, du coup, le risque pour la Banque centrale américaine, c'est de ne pas resserrer ou fermer le robinet de sa politique monétaire alors que l'économie est plutôt florissante et que les salaires augmentent. Parce que si les salaires augmentent, la consommation augmente. Si la consommation augmente, les prix augmentent et l'inflation accélère. Et là, du coup, la Banque centrale sera un petit peu en retard dans son cycle. Donc, elle a raison de normaliser sa politique monétaire. Évidemment, la question qui importe, c'est jusqu'où. Voilà. Et notamment, jusqu'où les taux longs vont monter. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était actuellement sur 3,10% sur le taux aux 10 ans. Jusqu'où il va monter. Alors, on a une indication. On va regarder le graphique à droite, parce que ce graphique, en fait, il nous donne un élément de réponse qui est le niveau de taux terminal que la Banque centrale américaine a en tête. Je m'explique. Tous les petits points jaunes que vous voyez, c'est un membre de la Réserve fédérale. Chaque membre, tous les 3 mois, s'exprime librement en disant « moi, mon avis est que à fin d'année 2018, 2019, 2020, les taux directeurs devraient se situer là, ou là, ou là. » Ça donne un nuage de points. Le marché considère la médiane, considérant qu'en fait, c'est le consensus, quelque part. Et donc, c'est la courbe en vert que vous voyez qui rejoint les points médians. Intéressons-nous au point le plus haut. Le point le plus haut, c'est 2020. Donc, ce que nous dit ce nuage de points, c'est que le point terminal, c'est-à-dire le point le plus haut sur les taux directeurs, devrait, d'ici 2 ans, arriver sur des niveaux de 3,375% pour être très précis. Et si on jette un coup d'œil au graphique de gauche, on voit que historiquement, le taux à 10 ans ne dépasse jamais le point terminal de la Réserve fédérale. Une exception, en 1994, la Banque centrale a très mal communiqué sur sa politique de resserrement monétaire et du coup, il y a eu un vent de panique sur les marchés et la courbe en bleu clair, c'est le taux à 10 ans, a très vite monté avant de très vite corriger. Mais sur tous les autres cycles de normalisation, vous voyez que le taux 10 ans ne dépasse jamais ce point terminal. Donc aujourd'hui, on est à 3,10%. Si le point médian de la Réserve fédérale dit vrai et que dans 2 ans, on se retrouve sur 3,35%, alors on est sur un niveau assez cohérent de taux 10 ans et on a assez peu de risques, a priori, de voir le taux 10 ans américain s'envoler très fortement à la hausse. D'accord, alors ça, c'est très clair sur les États-Unis, la situation, etc. Qu'en est-il chez nous en Europe? Donc, sommes-nous déjà dans cette phase de remontée des taux? Non, en Europe, on est un peu à la traîne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure, c'est très intéressant de regarder ce que fait la politique monétaire américaine, parce que quelque part, c'est un peu précurseur de ce qui nous attend. Mais effectivement, nous, en Europe, on n'est malheureusement pas vraiment dans le même cycle. Ça va. La croissance est plutôt correcte, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction, mais les taux d'intérêt ne sont pas sur la même dynamique. On voit par exemple le taux allemand à gauche, qui est à 0,53% actuellement. Vous voyez qu'on n'a même pas retrouvé encore le point haut qu'on a vu en début d'année qui était 0,8%. Donc on est encore sur un niveau de taux extrêmement bas parce que la Banque centrale européenne est toujours dans une politique extrêmement accommodante et surtout en plus on voit que le taux allemand c'est un peu le coffre-fort de la zone euro et dès que vous avez une poche de stress, une zone de tension, c'est un peu le réceptacle. Voilà, les investisseurs fuient les actifs risqués et se réfugient sur la dette allemande, qui est vraiment le coffre-fort des taux d'intérêt, et même de manière un peu générale. Et vous voyez, par exemple, j'ai mis en parallèle le taux italien à droite. Bon, on a eu cette tension que j'ai évoquée tout à l'heure sur les taux 10 ans italiens, forte tension sur les taux italiens, eh ben, forte détente du taux allemand. Et on voit que ça va un petit peu mieux côté italien, parce que les pourparlers autour du budget semblent aller plutôt dans le bon sens. Alors, du coup, mécaniquement, on voit le taux allemand remonter. Mais on n'est encore que à 0,5% sur le 10 ans, allemand. Bon, après, c'est pas totalement illogique. Comme je disais, on n'est pas vraiment encore dans le même cycle. Par exemple, je vous parlais de l'inflation aux États-Unis. Nous, on a un peu de mal à voir l'inflation remonter. Alors, si on regarde le graphique à gauche, la courbe en gris, c'est l'inflation globale, donc qui intègre tous les composantes. C'est vrai qu'elle a rebondi assez violemment. Elle est même à 2%, la cible de la BCE, donc on pourrait se dire tout va bien. Sauf qu'en fait, elle a été tirée exclusivement par les prix de l'énergie, le baril étant au-delà de 80 $.
Si on enlève les prix de l'énergie et de l'alimentaire, donc on enlève les composantes les plus volatiles et qu'on regarde juste les composants dits vraiment cœur, c'est la courbe en bleu foncé. Vous voyez finalement que depuis 3 ans, elle fait pas grand-chose. Il y a un peu de bruit statistique. Un coup ça monte, un coup ça baisse, mais globalement, on est à 1% d'inflation cœur annuelle, ce qui n'est pas énorme, ce qui justifie le fait que la Banque centrale européenne, eh ben, elle va doucement dans son processus de désengagement. On y vient après. On a quand même bon espoir que cette inflation cœur remonte un peu. Pourquoi? Ben, la croissance est bonne, le chômage baisse, donc les surcapacités notamment de main-d'œuvre, ont tendance à se résorber. Donc, les salaires commencent à remonter un petit peu. Alors, ce n'est pas homogène. Notamment en Allemagne, par exemple, le taux de chômage baisse fort. Donc, on voit que ça se tend un petit peu sur les salaires. Ce n'est pas totalement homogène, mais on voit que d'un point de vue agrégé, ça remonte un petit peu. Et puis aussi parce qu'il y a eu des éléments, c'est le graphique de droite que je ne vais pas détailler, que je vous laisserai regarder, mais il y a eu des éléments spécifiques qui ont impacté négativement l'inflation de cœur, des guerres de prix sur la téléphonie, par exemple, et des choses comme ça. Et ça va sortir en fait des statistiques. Et donc, du coup, mécaniquement, ça va faire remonter un petit peu l'inflation cœur. La Banque centrale européenne, l'année prochaine, elle a en cible 1,5% d'inflation cœur. C'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, la dynamique, elle est clairement à la hausse. En tout cas, ce que dit le marché, c'est qu'il ne voit pas énormément d'inflation. Parce que si on regarde les anticipations d'inflation qu'on peut observer à travers un produit qui s'appelle les obligations indexées sur l'inflation. Une obligation indexée sur l'inflation, ça veut dire que son coupon et le remboursement à la fin de l'obligation sont indexés sur l'inflation. Plus l'inflation est élevée, plus le coupon est important et le remboursement à la fin est important. C'est une façon quelque part de se protéger d'ailleurs contre l'inflation. Du coup, du prix de cette obligation, on en déduit les anticipations d'inflation et vous voyez que c'est la partie saumonée sur le graphique de gauche. 2018, on a plutôt en Europe, les 3 courbes en bas, une tendance un peu baissière de ces anticipations d'inflation. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs aux États-Unis, la courbe bleue tout en haut, où là, on a plutôt des anticipations qui sont orientées à la hausse. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est le graphique de droite. Sur les 4 dernières années, vous voyez l'influence des prix du pétrole sur ces anticipations d'inflation. Le prix du pétrole, c'est la courbe en bleu foncé. Le pétrole a plongé en 2014, entraînant les anticipations d'inflation, la courbe en gris, à la baisse. Et vous voyez qu'après, ils ont évolué relativement en symbiose. Et on voit une déconnexion ces derniers temps entre le pétrole qui continue de monter et des anticipations d'inflation qui restent plutôt moribondes. Donc le marché a du mal à voir une inflation vraiment galopante en Europe, d'où des taux d'intérêt qui restent relativement bas pour l'instant. Bon, malgré tout, et pour conclure, tout ne va pas mal en zone euro, ça va même plutôt mieux. Et comme ça va mieux, la Banque centrale européenne doit se reconstituer des munitions et donc du coup, elle doit commencer son lent processus de désengagement de sa politique ultra accommodante qu'elle a menée ces 3-4 dernières années. Donc, la première étape qu'elle va mettre en œuvre dans son petit désengagement, c'est déjà d'arrêter son programme d'achat d'actifs obligataires. Si on regarde le graphique en bas à gauche, c'est quoi? Au début 2015, pour combattre les risques de déflation, elle est intervenue massivement sur les marchés obligataires en achetant des dettes d'État, des dettes bancaires et plus tard, début 2016, mi-2016, des dettes d'entreprise. Elle l'a fait sur un rythme, comme vous voyez sur la courbe bleue, de 60 milliards par mois au début, puis 80 milliards d'achats par mois ensuite, en 2016, jusqu'à début 2017. Puis elle a commencé à baisser la voilure, 60 milliards, puis 30 milliards. Et là, le mois prochain, enfin, dans 15 jours, dans 10 jours, elle va passer à 15 milliards. Et a priori, elle arrête ses achats nets fin d'année. Donc, c'est la première étape. Elle s'est donc constituée un stock absolument gigantesque de dettes. Et ça, c'est le graphique que vous voyez en haut à gauche. Ça, c'est son portefeuille, parce que tous les mois, a acheté 60 milliards, 80 milliards, etc. Elle s'est constituée à un stock immense de dettes. Et finalement, elle se serait constituée à un stock de 2600 milliards d'euros.
2600 milliards d'euros, pour voir un peu ce que c'est plus de 20% du PIB de l'ensemble de la zone euro. C'est absolument colossal. Alors, si elle n'achète plus de nouvelles dettes, elle a constitué ce stock, mais maintenant ce stock, c'est une arme nucléaire assez importante parce qu'à chaque fois que vous allez avoir des tombées de coupons et des tombées de dettes, donc des remboursements de dettes, elle va les réinvestir. Donc ça veut dire que son stock ne va plus grossir, il va rester stable, donc elle va continuer à acheter malgré tout tous les mois. Et ça, on estime l'année prochaine à des achats entre 15 et 20 milliards tous les mois. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si la Banque centrale européenne a fait un premier pas dans son long et lent processus de désengagement, elle va encore l'année prochaine rester très active sur les marchés obligataires en achetant entre 15 et 20 milliards. Bon. Ceci dit, et vraiment pour conclure, cette politique ultra accommodante a eu des bienfaits absolument considérables. Alors, ils ont été estimés par la Banque centrale, c'est très difficile, mais sa politique monétaire, baisse des taux d'intérêt négatifs, achat de dettes obligataires, comme on vient de dire, prêt aux banques, elle estime que ça a contribué à faire baisser les taux d'emprunt des États en moyenne de 150 points de base, 1,5%. Elle estime que ça a fait contribuer à faire baisser les taux d'emprunt des ménages et des entreprises de 75 points de base. Elle estime qu'elle a contribué à faire baisser le taux de change effectif de l'euro, ce qui est très bon pour les entreprises exportatrices, de l'ordre de 10 à 15%. Et elle estime que sur les 4 dernières années, grâce à sa politique ultra accommodante, elle a permis une croissance du PIB de 0,5% de plus par an pendant 4 ans et une inflation 0,5% de plus tous les ans également pendant 4 ans. Donc, elle a fait le job. Manifestement, elle dit qu'elle a fait un bon job. Peut-être que maintenant, effectivement, il est temps de commencer à se désengager un petit peu et voilà, de sortir un petit peu de cette politique ultra accommodante. Ah, d'accord, bah c'est très clair. Mais, donc, peut-être pour ouvrir un petit peu, quand on écoute, etc., cette conclusion, et, on pourrait se demander quelle est la vue d'OFI, par exemple sur 6 mois, par rapport au taux d'intérêt. Comment vont se comporter les taux d'intérêt lors des 6 prochains mois? Pour les raisons un petit peu survolées, on va dire, sur la zone euro, je vous ai dit que ça allait un peu mieux, mais je vous ai parlé de l'inflation, je vous ai parlé encore de la Banque centrale qui allait être très présente. Donc on a du mal à imaginer des taux d'intérêt très fortement orientés à la hausse. Maintenant, on les voit orientés à la hausse et nous, ce que l'on a en tête, c'est que sur les prochains mois, on va dire sur les 6 prochains mois, on verrait, c'est le scénario central, un taux allemand entre 0,75% et 1%, donc c'est-à-dire en moyenne 30-40 centimes plus haut que là où on est. Donc ça veut dire une OAT française, vous rajoutez environ 30 centimes de plus de taux, donc ça veut dire une OAT française qui sera entre 1 et 1,3% à peu près sur 6 mois. Et les taux américains, pareil pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, on estime qu'on n'est pas loin du haut de cycle et donc on les voit plutôt végéter entre 3 et 3,5% selon les statistiques, selon les poches de risque. Mais voilà, on estime que le potentiel de hausse sur les taux longs américains est plutôt contenu maintenant. D'accord. Je te remercie Yannick pour cette intervention. Je vous propose de passer aux questions. Alors, première question. Alors, quand penses-tu que la Banque centrale européenne fera son premier mouvement de hausse de taux? Bon, la Banque centrale européenne a une communication qui est bien huilée. À l'instar de la Réserve fédérale, elle a appris d'ailleurs de la communication de la Réserve fédérale parce qu'en 2013, il y a eu une petite erreur de communication, ce qui a provoqué une très vive tension sur les taux américains et la BCE ne veut surtout pas reproduire la même chose. Donc, sa communication est quand même très bien huilée et ce qu'elle nous dit depuis le mois de juin, lors de sa réunion de juin, c'est qu'elle s'est engagée à ne pas augmenter ses taux d'intérêt jusqu'à, au minimum, après l'été 2019. Le débat, c'est est-ce que c'est l'été au sens juillet-août ou est-ce que c'est vraiment l'été calendaire, parce que la première réunion de la Banque centrale, c'est début septembre.
techniquement, elle est en été encore, mais on va dire que le marché a en tête, et nous avons en tête, un premier mouvement de la Banque Centrale Européenne à cette date-là, donc plutôt en septembre, donc ça veut dire dans un an. Donc c'est pas tout de suite. D'accord. Alors, y a-t-il un risque fort de remontée de l'inflation? Du coup, on avait nos deux thèmes, les taux d'intérêt, l'inflation. En Europe? Oui. C'est assez difficile, compte tenu des éléments que l'on a, d'imaginer une inflation galopante, le mot est un peu fort, mais une inflation fortement orientée à la hausse. C'est assez compliqué. Les résistances à la hausse sur l'inflation sont quand même assez fortes. Malgré tout, il y a encore des surcapacités en termes de main-d'œuvre à résorber dans la zone euro. C'est vraiment un scénario extrêmement alternatif que d'imaginer une inflation remonter fortement. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, les ingrédients sont là pour avoir une tendance à la hausse de l'inflation. Donc, le 1% que l'on a aujourd'hui, c'est l'inflation cœur. On pense qu'on est sur un point bas et que mois après mois, dixième après dixième, elle devrait avoir tendance à remonter. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, elle sera sur des niveaux de 1,5% comme l'a en tête la Banque Centrale Européenne, ou est-ce qu'on sera peut-être sur 1,3, 1,4%? C'est vraiment très difficile à dire, tellement il peut y avoir des guerres de prix ou autre événement. En tout cas, la tendance est plutôt à la hausse, mais on n'a pas en tête une inflation débridée. D'accord. Mais alors, malgré tout, si on se met dans le cas où il y aurait une inflation, comment se protéger? Quels sont les conseils pour se protéger de cette inflation? Bon, en tant qu'investisseur, et en tout cas investisseur obligataire, un produit qui, j'en ai d'ailleurs touché un mot et demi tout à l'heure, un produit qui protège par construction de l'inflation, ce sont les obligations indexées sur l'inflation. Voilà. Plus l'inflation va monter, plus l'investisseur porteur de l'obligation indexée touchera des coupons plus élevés et à la fin sera remboursé d'un capital plus important. Donc c'est, on va dire, la meilleure protection. Si on va être acheteur d'obligations, c'est la meilleure protection parce qu'à l'inverse, être acheteur d'une obligation à taux fixe, si votre inflation est supérieure, accélère, quelque part votre capital s'érode parce que votre coupon est fixe et votre remboursement sera fixe. Donc une obligation indexée, c'est ce qu'il y a de mieux.